Cobel, bonjour et bienvenue. Bonjour. On est ravis d'avoir plus de temps parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité dans votre domaine cette semaine. On ne parle que retraite dans les médias, mais en fait, il s'est passé des choses à l'Assemblée nationale. Alors, on va faire le tour de ces textes qui sont passés, parfois en première lecture, parfois ils sont plus à l'état d'ébauche. Une députée, Caroline Janvier, a déposé une proposition de loi qui a été adoptée pour sensibiliser au bon usage des écrans. Alors, j'avoue que ça m'a laissé un peu circonspect. Une loi qui veut sensibiliser. Moi, j'attends d'une loi qu'elle soit coercitive. Vous n'avez pas tort, mais je pense qu'on est aujourd'hui à un stade de prise de conscience nécessaire de tout le monde sur l'impact des écrans sur nos plus jeunes enfants qui justifiait de passer effectivement par le Parlement pour bien rappeler un certain nombre de choses. Le rapport du Haut Conseil, du Haut Conseil ou à l'autorité scientifique nous dit bien que les moins de 6 ans aujourd'hui sont vraiment fortement impactés par tous les écrans. Là, on est vraiment sur l'usage excessif, la durée devant l'écran. Un enfant de 2 ans aujourd'hui 2 heures devant un écran. Quels écrans ? C'est la télévision qui sert de nounou ou c'est aussi le téléphone ? Par exemple, on m'a dit que maintenant on mettait le téléphone au-dessus des berceaux comme mobile. Vous voyez, vous accrochez votre téléphone et ça fait comme jadis les petits jouets qui tournaient. Voilà. Donc c'est une problématique parce que d'abord c'est une image, mais surtout il n'y a pas d'interaction entre les parents et les enfants. Donc on a de nombreux troubles qui sont consécutifs, troubles d'acquisition du langage, troubles de la vue, troubles de l'attention, troubles du sommeil. C'est vraiment un enjeu de santé publique et je pense que Caroline Janvier et le Parlement avaient envie de se saisir de ce sujet parce que derrière tout ça, c'est l'équilibre, le développement de nos enfants qui est en jeu. La suite de ce texte, c'est des études, c'est surveiller une génération. Ah non, il y a d'abord des messages très clairs qui vont être sur l'ensemble des appareils, un peu comme on a le Nutri-Score, la femme enceinte. Ou à consommer avec modération pour les alcools. On aura en dessous de 6 ans, attention, il faut impérativement un usage raisonné et accompagné de ces appareils. Et puis avec effectivement de la formation de l'ensemble des professionnels parce que les écrans sont aussi utilisés dans les crèches, dans les écoles, donc là pareil, des messages assez clairs. Et puis évidemment de l'accompagnement scientifique aussi pour bien mesurer l'impact. Donc une loi qui cherche à sensibiliser et responsabiliser les parents, mais aussi l'ensemble des professionnels de l'enfance. Mais les enfants sont devant les écrans parce que les parents aussi sont devant leurs écrans. Ils sont en télétravail, ils sont sur leurs réseaux sociaux, c'est ça le problème. Vous avez parfaitement raison. Le téléphone et plus globalement l'écran a pris une place très particulière aujourd'hui dans les familles. Vous êtes certainement allé au restaurant où vous voyez des familles entières sur leur téléphone attendre le plat, là où peut-être quelques années auparavant, il y aurait eu des échanges plus ou moins sympathiques, mais en tout cas des échanges. Oui, le téléphone est au cœur est un objet qui intermédie beaucoup de choses et il faut que tout le monde en prenne conscience parce que ça change les relations sociales, les relations familiales, les relations affectives et ça a un impact sur notre santé et l'équilibre de nos enfants incontestablement. Alors vous avez dit, les écrans peuvent devenir la chance, mais aussi le mal du siècle. Que voulez-vous dire ? Alors, en fait, on a 4 enjeux importants. On a le temps d'écran, comme je viens d'en parler, et physiquement, le fait que nos enfants mangent aussi. On a un problème d'obésité, parce qu'on est devant les écrans et on va plus faire de sport dehors. On a un problème de relation, parce qu'on est devant les écrans et on parle plus à son voisin, à sa maman, voilà. On a un problème, évidemment, de contenus illégaux qui sont sur ces réseaux, et je pense à des infractions, donc on pourra parler évidemment des images on va en parler, bien sûr, pédopornographiques, mais on a aussi le harcèlement scolaire, on a aussi évidemment toutes ces infractions, le grooming, le fait d'aller effectivement escroquer, y compris les enfants qui sont les premières victimes. On a pour les enfants l'accès à des contenus légaux, mais qui ne sont pas conformes à leur âge, c'est l'accès au pornographique, au porno, et c'est aussi l'accès au contenu violent, là où la télé filtre un tout petit peu sur les réseaux, on a une vraie difficulté sur ça. Et le 4e point qui est important pour moi et qui a fait l'objet d'un texte, c'est la protection de l'image et des données des enfants. Voilà. Sur nos réseaux, les données de nos enfants se baladent, les images se baladent. Donc 4 enjeux très forts qui sont au cœur du combat que nous portons avec Jean-Noël Barrot. Cet enjeu de la protection, c'est lundi dernier que les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi pour mieux protéger le droit à l'image des enfants. C'est-à-dire les parents mettent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ils ne se rendent pas compte qu'ils les exposent. J'allais dire, on a 2 catégories de parents, ou 3 pour ceux qui sont un peu plus prudents. On a des parents qui ont envie, qui sont fiers de leurs enfants. Ça, c'est Myriam qui n'est pas là ce matin, mais alors elle serait dans cette catégorie. Enfants, mais je vais vous donner effectivement un chiffre. À 13 ans, à peu près 1500 images d'un enfant se baladent sur Internet. Voilà. Donc 1500 images, pas une, pas deux, 1500.
Autre chiffre, quand on fait des enquêtes en matière de pédocriminalité, notamment sur les gens qui vont sur les réseaux regarder des photos pédocriminelles, la moitié des photos sont des photos manipulées d'enfants qui sont transformées en photos pornographiques. On prend la photo d'un enfant qui a été mis en ligne par ses parents et on la trafique. Je donne un exemple qui va vous parler. Un enfant sur une plage qui mange une glace peut devenir un enfant qui fait un acte sexuel. Exactement, voilà. Exactement. Donc ça, c'est la moitié des photos qu'on retrouve dans les enquêtes en matière de pédocriminalité. Donc il faut que les parents aient conscience que de mettre une photo sur un réseau, même un réseau fermé, c'est porter potentiellement atteinte à l'image de leurs enfants. Et c'est aussi potentiellement une usurpation d'identité. Des adultes se font passer pour des enfants en utilisant les photos de nos enfants. Voilà. Donc vraiment attention à ça. Est-ce que ça sera efficace, cette loi? Est-ce que vous pouvez être sûr qu'elle sera efficace? La deuxième chose, c'est aussi les parents qui utilisent l'image de leurs enfants pour être influenceurs ou pour parfois aussi gagner de l'argent. Et c'est tout le très beau livre de Delphine Vigan sur effectivement les enfants rois qui traduit cette appétence et cette dérive. Et là, on peut punir ces parents-là. Alors là, on a cherché à responsabiliser les parents et à dire attention, dans l'exercice de votre autorité parentale, cette question du numérique aujourd'hui est présente. Elle n'existait pas au moment des textes initiaux du Code civil, mais maintenant il faut faire évoluer le Code civil parce que votre autorité parentale, c'est une responsabilité et vous êtes responsable de l'existence numérique de vos enfants. Donc, qu'est-ce qui est proposé? C'est la possibilité pour le juge aux affaires familiales de modifier l'autorité parentale si un parent n'exerce pas bien cette responsabilité. Est-ce qu'un enfant devenu majeur pourra se retourner contre ses parents en disant « il y avait cette loi, vous m'avez mis des photos de moi à 4-5 ans en ligne », et je vous demande des comptes. Alors, on peut toujours se retourner et faire une action quand on a un préjudice, voilà. Là, ça se joue pas sur ça. L'idée, c'est de dire, dans le cœur de votre autorité parentale, le numérique doit prendre sa place. Donc, on peut vous retirer l'autorité parentale juste sur ce volet de la gestion de l'image. Vous savez, aujourd'hui, quand on est parent, quand nos enfants vont en colo, vont à l'école, etc., on autorise à ce que les organisateurs prennent des photos. Quand moi je mets une photo de ma gamine, évidemment par définition j'autorise, mais ma gamine je ne demande pas son avis, et voilà. Et quand les amis de ma fille mettent des photos, on me demande pas mon avis. Quand ma famille met des photos, on me demande pas mon avis. Donc c'est un peu ça. Attention, il y a une responsabilité derrière le fait de publier des photos. Chacun doit la prendre, et les parents pourront se voir retirer une partie de leur autorité parentale s'ils abusent de ce type de publication. Un autre texte voté me laisse particulièrement sceptique. L'obligation pour les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram et autres, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs ainsi que l'accord parental pour les moins de 15 ans. Comment ça va marcher? Alors, d'abord, rappelons-nous, sans être trop juridique, que quand on va sur un réseau, il y a une forme de contrat. Il y a un contrat entre un utilisateur et un éditeur. Un contrat, dans notre pays, quand on est mineur, les parents doivent être présents. C'est la logique de cette loi qui dit en dessous de 15 ans, la majorité numérique, comme d'ailleurs les textes que nous avons pris pour adapter le fameux règlement européen de protection des données, on met à 15 ans, au-dessus de 15 ans, un enfant peut être autonome dans sa vie numérique. En dessous de 15 ans, les parents doivent être présents. C'est ce qui a été choisi par l'Assemblée. Oui, il y a une obligation maintenant, il faut responsabiliser aussi les éditeurs et les opérateurs du numérique. Un enfant qui vient sur leur réseau, ils doivent, le choix qu'a fait le Parlement, ils doivent vérifier que les parents sont d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver le moyen facilement de s'assurer de l'accord des parents. Ça vous est peut-être déjà arrivé de signer des contrats par le numérique. Aujourd'hui, mon assurance, moi, je le fais par un mécanisme de vérification. Moi, les moyens, quelque part, pardonnez-moi, c'est pas mon sujet. L'obligation, c'est qu'ils vérifient. C'est à eux de trouver. Ça va être lourd. Ça va baisser la fréquentation des réseaux. Ça va être une contrainte pour eux. Peut-être. Mais bon, vous voyez, je veux dire, les constructeurs automobiles se sont adaptés à nos règles de sécurité routière. Et pour moi, les éditeurs du numérique doivent s'adapter à nos règles qui protègent nos enfants. On n'est pas là pour porter atteinte à leur existence. Moi, je le dis, on n'est pas là pour supprimer, interdire les réseaux sociaux aux enfants. Ça serait aujourd'hui revenir en arrière. Et aussi, on a dit, ça peut être le bien et le mal du siècle. Les réseaux, c'est aussi une manière de se socialiser, c'est aussi une manière de découvrir des choses, mais il faut les réguler parce que, comme dans la vraie vie, les enfants, faut protéger leurs droits et leur sécurité. Soyons clairs, c'est TikTok qui est dans le collimateur. Non, c'est tout le monde, parce que aussi, dans un certain nombre de réseaux, on sait qu'on a des images qui aussi peuvent être problématiques et
et des lieux de socialisation. Bon, alors évidemment, nos enfants sont beaucoup moins Facebook. Nous, on était Facebook, la génération est déjà passée. TikTok est au cœur des pratiques numériques des enfants, mais c'est pas particulièrement TikTok qui est visé, c'est une politique générale qui dit il y a différents leviers pour protéger nos enfants, éduquer, sensibiliser les enfants, accompagner les parents dans leur parentalité et les responsabiliser les opérateurs du numérique aussi, parce que c'est un peu facile de dire ah bah c'est pas à nous de vérifier. Si, c'est à vous de vérifier l'âge des enfants qui viennent sur vos sites et à vous de vérifier que les parents sont d'accord, comme dans la vraie vie. La maîtresse, elle vérifie que les parents sont d'accord pour un certain telle nombre activité. de choses. Plusieurs drames récents liés au harcèlement ou au cyberharcèlement. On dit scolaire, c'est pas plutôt en milieu scolaire ou parascolaire, parce que l'école, évidemment, n'y est pour rien. Tout cela a ému profondément la population. Que peut-on faire ? Alors, on fait beaucoup. On fait beaucoup parce que c'est évidemment des drames qui sont fréquents et sur lequel il faut évidemment lutter d'arrache-pied tous ensemble. Ça passe par plusieurs choses. À nouveau, la régulation et la responsabilisation du numérique, qui n'est pas nécessairement la cause du harcèlement, parce que la guerre des boutons, ça a toujours existé, mais qui en fait décuple l'effet du harcèlement à l'école. Crée des effets de masse où des millions de gens peuvent vous tomber dessus. Vous le savez, il y a le côté anonymat, mais il y a aussi le côté je mets un message où tout le collège est au courant. Vous savez qu'aussi c'est plus simple parfois de dire des choses derrière un écran, ce que vous ne seriez pas capable de dire en face, voilà. Donc effectivement, le numérique décuple l'effet du harcèlement et donc il faut être particulièrement attentif au numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place de nouveau sensibilisation, formation des élèves. Il y a tout un plan, le passeport Internet, de la même manière qu'on avait un processus pour vérifier les acquis des enfants sur le code de la route et la sécurité routière. On fait pareil maintenant sur Internet. C'est le passeport Internet et c'est les compétences PIX. C'est l'éducation nationale qui généralise ça complètement sur le collège. Et puis, on a aussi évidemment des outils comme le 3018, qui est un numéro où les enfants, les jeunes peuvent appeler, les parents aussi. Quand ils voient quelque chose. Évidemment, bien évidemment, mais quand ils ont des enfants, et ça, les parents doivent être aussi vigilants sur des changements de comportement des enfants. Donc, sensibiliser les parents, former les parents. On a beaucoup d'ateliers à la parentalité numérique sur tous ces enjeux. Et l'Éducation nationale a mis en place tout un plan qui s'appelle le plan phare. Elle a désigné des ambassadeurs, parce que les enfants sont bien plus doués que nous, pour être à la fois vigilants et pour être eux-mêmes formateurs. Donc, dans chaque établissement, il y a des ambassadeurs qui sont là pour repérer, vous savez, le jeune qui va se mettre de côté, qui sera plus dans le groupe, et qui vont aller les chercher, tenter d'expliquer, puis qui sont aussi des lieux, des personnes qui peuvent recevoir les confidences des harcelés, mais aussi des harceleurs, parce que parfois les harceleurs se trouvent dans des espèces de groupes et n'arrivent pas à en sortir. Ils sont même prisonniers parfois de ça. Exactement. Les harceleurs, faut les changer d'établissement scolaire, même petits. En fait, c'est tout l'enjeu, c'est que on sait que les familles nous disent, c'est souvent le harcelé qui est contraint de partir. Oui. La réalité, elle est la suivante, c'est que le harceleur, on a besoin d'objectiver le harcèlement. Il y a une forme d'enquête, qu'elle soit au sein de l'école ou qu'elle soit pénale. Et donc, ça prend un certain temps. Et souvent, il ne reconnaît pas spontanément le fait d'être harceleur. Et le changement d'établissement est une forme de changement disciplinaire. Et bon, donc, il y a une forme de procédure qui prend du temps. Et souvent, la famille du harcelé se dit... C'est juste pour mettre à l'abri, c'est une fuite. C'est plus rapide, c'est plus protecteur. Et puis, si vous voulez, il peut y avoir un harceleur, mais tout l'établissement qui a constaté le harcèlement. Donc, pour refaire, entre guillemets, l'image, blanchir l'image, refaire une virginité, c'est souvent plus simple pour le harcelé d'aller se mettre à l'abri dans un autre établissement. Mais c'est un vrai problème et le ministère de l'Éducation nationale est très engagé pour évidemment que ça soit pas la double peine pour cet enfant qui soit à la fois harcelé et en même temps contraint de changer d'établissement avec des contraintes de déplacement, etc. Un vrai sujet très important, très très sensible effectivement. Bastien Vivès, auteur de BD, est l'objet d'une enquête préliminaire pour diffusion d'images pédopornographiques. Une exposition au Festival d'Angoulême a été annulée. Ça a défrayé la chronique. Au-delà de ce cas, évidemment, que la justice suit, est-ce qu'on n'est pas dans une période où on porte atteinte à la liberté d'expression, à la liberté artistique, avec une sorte d'ordre moral Alors sur ce sujet-là, moi je suis très claire. Le code pénal est lui aussi très clair, ça tombe bien, c'est le code pénal qui sanctionne le fait de mettre des enfants en images en situation pornographique. Personnellement, mais c'est surtout évidemment l'autorité judiciaire qui aura à qualifier ces faits, je considère à première vue que les images de cette bande dessinée constituent une image pédocriminelle, pénopornographique, parce qu'on voit une jeune fille, pas une jeune fille, une petite fille de 8 ans faire une fellation à son beau-père. C'est une image, pour moi,
voilà, de pédopornographie. Oui, mais c'est un dessin, c'est pas une photo. Les artistes... Le code pénal ne dit pas ça. Représentation, il dit oui. représentation. Oui. Mais les artistes peignent aussi la réalité parce que, hélas, ces situations, tragiquement, elles existent dans la vie. On est entièrement d'accord et c'est la façon dont l'œuvre est présentée. Il y a aussi aujourd'hui un débat sur une exposition qui a lieu au Palais de Tokyo, mais qui parle des drames, des horreurs de la guerre et qui présente cette scène comme une horreur de la guerre. Là, le message est clair. Il existe des actes. C'est le contexte qui doit être pris en compte. C'est le contexte qui doit être pris en compte. Et l'intention. L'intention. La bande dessinée de M. Vives et l'état d'esprit de M. Vives tel qu'il l'a présenté à un tenté, il a un peu reculé derrière. Et tant mieux, parce qu'il a reconnu qu'il avait fortement impacté les très nombreuses victimes d'inceste dans notre pays. Pardonnez-moi, mais je tiens à le dire, vous entrez dans une classe aujourd'hui, vous avez probablement 2 enfants qui sont victimes d'inceste. C'est ça les chiffres aujourd'hui. Alors, certains parlent de culture du viol et de culture de l'inceste. Je vais pas nécessairement jusque-là. Mais la culture, elle a une vraie obligation, nous aider à faire prendre conscience de la réalité des violences sexuelles au sein des familles. Là, moi, je les attends. Et par ailleurs, je les attends pour respecter le code pénal. On verra ce que dira la justice. Je n'ai pas évidemment à préempter la décision de la justice, mais pour moi, il y a un vrai débat sur les images et les dessins de M. Vives. Le débat sur les retraites a fait surgir un autre débat, la relance de la natalité en France. Quelles sont vos solutions ? La natalité, un vaste sujet. Alors, on a bien sûr traditionnellement des leviers dits de politique publique, la politique dite nataliste, la politique familiale. Oui, une part fiscale entière dès le premier enfant, ça serait une bonne idée. Alors, il apparaît quand même que tous les mécanismes financiers sont loin d'être suffisants pour avoir effectivement une politique nataliste. Moi, je voudrais d'abord, pardonnez-moi avant de rentrer dans ce type de détails techniques. Il nous reste 1 minute. Une minute. Vous dire que derrière le sujet de la courbe démographique, il y a plus que la politique de natalité. Il y a une politique de familiale ambitieuse. C'est le cas du service national de la petite enfance pour aider les parents dans leur parentalité, mais aussi dans leur travail. Une politique d'accompagnement de la parentalité, mais il y a aussi une politique autour de l'enfance et de la jeunesse. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et ça m'interroge. Et je ferai bientôt des propositions au président de la République et à la première ministre pour donner à notre jeunesse envie d'avoir des enfants, pour renforcer la beauté de l'image des enfants et de la jeunesse. On a ça, à mon avis, aujourd'hui, au cœur de nos problématiques. L'environnement, la guerre, l'angoisse de l'avenir fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus ça qui a un impact sur notre courbe démographique que la part fiscale ou les allocations familiales. Cette jeunesse, cette enfance, elles vont mal en France ? On a vraiment des signaux assez angoissants. Pour vous en donner quelques-uns, les chiffres en matière de tentatives de suicide et de troubles alimentaires qu'on avait sur les 16-18 ans sont passés sur les 13-16 ans. Voilà. De nouveau, avec plusieurs facteurs, probablement la crise sanitaire, le confinement, l'air du temps, l'écologie, la guerre, mais aussi le numérique qui n'y est pas pour rien. Charlotte Caubel, merci beaucoup pour cette longue interview. Merci à vous. Et bonne journée. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et lundi, votre invité, Christophe, sera Lamia El Harraj. Elle est adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo.